Alors, bonsoir à tous, bienvenue au point de marché, tour d'horizon économie et marché. Nous sommes le 19 février 2014. Bienvenue donc en salle de marché d'EliFX, Vincent Gann, pour vous retrouver ce soir pour ce tour d'horizon, ce bilan. Quel bilan pouvons-nous faire de la situation économique dans un certain nombre de pays et surtout quel lien avec la situation des marchés financiers. Alors voilà, est-ce que simplement quelqu'un, donc je pense que là c'est bon, Loïc, Pitoun, les deux premiers qui ont laissé un commentaire dans le chat. Est-ce que simplement quelqu'un peut me confirmer que l'image et le son fonctionnent normalement? Là, la voix doit, vous devez l'entendre de manière assez claire et vous avez sous les yeux l'avertissement légal de la présentation du jour. Voilà, c'est parfait, donc c'est bon. Allez, merci beaucoup, vous l'avez tous confirmé, c'est parfait. Alors, voilà ce que je vous propose ce soir. On va faire deux choses. D'une part, un tour d'horizon de la situation économique, donc à travers un certain nombre de données économiques assemblées dans des graphiques. Et puis nous en verrons un certain nombre de grandes tendances. Et nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. Plusieurs questions, je vous en donne déjà quelques-unes. La politique monétaire est-elle efficace? Puis on cherchera à regarder quelques exemples. Doit-on accorder de l'importance aux statistiques économiques chinoises ou encore le risque souverain a-t-il été dépassé au sein de la zone euro, sachant que c'est ce risque souverain qui avait créé la tendance, le choc baissier sur les actions à l'été 2011. Et enfin, la zone euro est-elle dans un bas de cycle économique ou encore sur le marché du travail, emploi, où fait-il bon vivre? Bref, nous allons essayer de répondre à beaucoup de questions, mais laissez-moi d'abord commencer par un tour d'horizon, un panorama d'un certain nombre d'actifs très importants à suivre. Et puis surtout, nous allons revenir sur le déterminant, la source, le socle de la tendance haussière des marchés actions, celle qui est en place depuis 2009, à savoir le cycle des taux d'intérêt. Alors de quoi parlons-nous? Analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est deux choses. D'une part, l'analyse financière des états comptables des entreprises. Alors c'est généralement ce qu'on appelle la microéconomie. On part des états comptables, bilan, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, et puis des perspectives d'évolution de ces états comptables, leur chiffre d'affaires, résultats nets, tout ce que vous voulez. Et puis on extrait ces données-là, on les passe à la moulinette d'un certain nombre de méthodes dites de valorisation boursière. Vous en connaissez un certain nombre, notamment le price earning ratio. Il s'agit de faire un rapport entre la valeur d'une action en bourse et son résultat net et très souvent les perspectives de bénéfices, donc les perspectives de résultat net. Ça, il s'agit donc de l'analyse microéconomique. Et puis dans l'analyse fondamentale, vous retrouvez aussi l'analyse de la conjoncture économique. Il s'agit en fait des grands agrégats économiques qui permettent de mesurer l'état de santé d'un pays, d'une zone économique, d'une zone monétaire, tout ce que vous voulez. Macroéconomie, microéconomie font donc un tout et deux méthodes qui permettent d'analyser les fondamentaux du marché financier. Et puis, vous devez donc rapprocher ces fondamentaux des marchés financiers. Les rapprocher de quoi? De l'analyse technique des marchés financiers qui, elle, permet bien d'analyser le comportement des acteurs sur le marché, des acteurs qui sont censés avoir connaissance donc de cette partie macroéconomique et cette partie microéconomique. Donc, ne vous inquiétez pas, on commence là par un peu de théorie, mais on va rentrer dans le vif du sujet, donc restez bien avec nous. De quoi parlons-nous ce soir? Tout d'abord, nous parlerons un peu microéconomie, non pas en revenant sur des états comptables, des choses assez ennuyantes, mais nous allons parler surtout de la lecture qu'ont les marchés financiers de ces états comptables à travers la cherté relative des actions par zone géographique, et notamment en utilisant un indicateur. Alors ça s'approche du price earning ratio, mais il s'agit du CAP, du CAPE. Je vous expliquerai concrètement de quoi il s'agit, mais ça permet de situer sur une base historique la valorisation actuelle en termes de cherté des actions alors de plusieurs pays. Nous, on se concentrera sur la zone euro, les États-Unis et les pays émergents. Donc ça, c'est une première chose. Mais commençons donc par le cycle des taux d'intérêt. Alors le taux d'intérêt, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est à la base de tout? C'est deux choses, on va être très rapide là-dessus. Un taux d'intérêt, c'est avant tout un coût. Lorsque vous allez souscrire à un crédit, et plus que jamais, vous pouvez me l'accorder, nous fonctionnons dans des économies à crédit. Les banques fonctionnent à crédit, puisqu'elles ont assez largement des encours supérieurs à leurs capitaux propres. Consommateurs fonctionnent très souvent à crédit, qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou simplement de réserves de trésorerie, les enveloppes dites provisio proposées par un certain nombre de banques. Les entreprises fonctionnent à crédit, essentiellement pour financer, vous savez, les décalages entre l'encaissement d'une vente et puis toutes les charges qu'il y a eu en amont. Alors il s'agit de financer ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, et chaque jour, un trésorier d'entreprise cherche à lever de l'argent.
Et puis à la base de tout ça, vous avez donc la Banque centrale. Alors pourquoi la Banque centrale est au cœur du cycle des taux d'intérêt en termes de coût de l'argent? La Banque centrale, c'est l'institution d'émission monétaire au guichet de laquelle les banques commerciales, elles, vont aller chercher de l'argent. Puisque lorsqu'elles vous accordent un crédit, les banques n'ont pas le cash, n'ont pas le capital. Elles ont globalement 10% des encours qu'elles accordent aux entreprises et aux particuliers. Ensuite, vous avez donc ces mêmes banques qui vont soit se refinancer entre elles, soit auprès de la Banque centrale, et puis elles-mêmes vont ensuite déployer des crédits aux particuliers, aux entreprises. Et les entreprises peuvent aussi accorder des crédits aux particuliers. Tout ça pour vous rappeler que les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales se transmettent à l'économie via ce schéma-là, sachant qu'à la base, c'est bel et bien la demande de crédit des agents économiques qui crée justement ce phénomène. Les taux d'intérêt, c'est donc avant tout un coût, et clairement, les banques centrales, à travers la baisse des taux d'intérêt, cherchent à relancer le crédit. Mais on a bien vu, c'est quelque chose qui est loin d'être aussi évident. Ce n'est pas parce que ce n'est pas cher qu'on va mécaniquement emprunter davantage. Et là, il s'agit d'une problématique de diffusion de la politique monétaire, et on prendra l'exemple tout à l'heure de la politique monétaire du Japon pour voir que le lien est loin d'être évident. Et puis au sein de la zone euro, on le sait, la production de crédit bancaire a du mal à suivre la dynamique que cherche à créer à travers des taux d'intérêt très bas la Banque Centrale Européenne. Donc les taux d'intérêt sont un coût. Mais jusque-là, quel lien doit-on faire avec les marchés financiers? Eh bien, les taux d'intérêt, c'est un coût certes, mais c'est surtout une rémunération. Rémunération, pourquoi? Eh bien forcément, lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, la personne qui emprunte, elle, verse un intérêt, forcément, c'est la charge d'intérêt, mais la personne, elle, qui prête, perçoit, elle, au contraire, la rémunération, puisque c'est elle qui prête l'argent. Et c'est à ce titre que les taux d'intérêt font partie intégrante des marchés financiers, puisqu'elles sont la rémunération du marché du cash, du marché dit monétaire. Le marché monétaire, il est considéré comme étant sans risque, puisqu'à tout moment, vous pouvez récupérer vos fonds. Les placements monétaires sont divers et variés, et puis il suffit de vous rendre au sein de votre banque de détail, elle vous proposera un certain nombre de fonds, alors des OPCVM, des SICAV, des fonds communs de placement dits monétaires, mais concrètement, l'argent qu'elle va amasser au sein de ces fonds, elle s'en servira pour produire des crédits de trésorerie. Et puis donc, elle vous reversera une partie de la rémunération qu'elle-même trouve sur ce marché monétaire. Alors forcément, ça ne rémunère pas beaucoup, mais c'est sans risque, c'est la base de tout, les placements en trésorerie. Et c'est à ce titre que les taux d'intérêt sont centrales, à la fois donc dans l'économie, et puis donc sur les marchés financiers. Et nous, on se concentre ce soir sur les marchés financiers. Alors, j'ai choisi de commencer ce tour d'horizon économique par justement cet élément majeur qui est source de tendance haussière sur le marché des actions. Il suffit de prendre votre graphique du CAC 40, du S&P 500, de l'Eurostoxx 50, tous les indices actions depuis 2009, nous sommes dans une puissante tendance haussière. Alors l'idée c'était de se demander quel était le cycle, donc la tendance suivie par les taux d'intérêt depuis 2009. Eh bien vous les avez sous les yeux, donc ce graphique assemble les taux directeurs des principales banques centrales, pour être plus précis, les taux dits de refinancement des principales banques centrales, et vous constatez que depuis la crise financière de 2008, dont un des points de départ a été la faillite de Lehman Brothers en août 2008, nous sommes passés dans un régime baissier ici pour les taux d'intérêt, et depuis, malgré la reprise économique, puisque celle-ci doit encore faire ses preuves, notamment au sein de la zone euro, nous sommes sur des taux d'intérêt extrêmement faibles. Et comme vous l'a expliqué le schéma précédent, ces taux d'intérêt ici pratiqués par la Banque centrale se diffusent à l'économie, par le mécanisme expliqué tout à l'heure. En clair, la rémunération du cash, des placements trésorerie sans risque, est extrêmement faible. C'est pour ça que chez les money managers, gérants, traders, eh bien, la majorité des fonds est investie sur la classe d'actifs des actions, tout simplement parce que ce marché sans risque rémunère pas ou que très faiblement. Donc, commencer un tour d'horizon de la situation économique, de la situation des marchés par ce graphique des taux d'intérêt me paraît central, et à l'heure actuelle, eh bien, cette donnée n'a clairement pas changé, a priori ne devrait pas changer en 2014, sauf que le marché est toujours, rappelez-vous, dans l'anticipation. Et vous pouvez observer tout le débat qu'on peut avoir sur la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, par exemple, la Banque centrale d'Angleterre, ou encore la Réserve fédérale des États-Unis. Il y a une reprise économique et donc un débat sur l'engagement d'une tendance haussière de ces taux d'intérêt, et qui mécaniquement pourrait créer un déplacement des capitaux du marché action vers ce marché du cash qui est sans risque et qui à ce moment-là rémunérerait mieux. Donc
plus que jamais avoir un œil sur ces taux d'intérêt des banques centrales et de manière générale sur le marché interbancaire et sur le marché monétaire. Mais pour l'instant, et c'est un cas de figure assez unique, hein, puisque ça dure maintenant depuis 5 ans, ils sont très faibles et sur une courbe qui est complètement plate. Donc voilà pour le panorama des taux d'intérêt. Vous avez ici en médaillon les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Vous en avez cette fois-ci 3 pour être plus précis. Le taux de refinancement, qui lui est donc depuis novembre dernier à 0,25%. Le taux de dépôt ici de la Banque Centrale, qui lui est à 0%. Et le taux marginal, alors c'est l'ensemble des crédits qu'une banque centrale va accorder en dehors de l'opération de refinancement hebdomadaire, donc qui a lieu chaque semaine, et dont la maturité est justement de 7 jours. Les taux de dépôt sont à zéro au sein de la zone euro, c'est pas la seule, la Banque centrale du Japon aussi a un taux de dépôt négatif. Concrètement, je vous rappelle qu'il s'agit de la rémunération des comptes courants des banques auprès de la Banque centrale, car vous avez un compte courant auprès de votre banque de détail, les banques commerciales ont des comptes courants auprès des banques centrales. Et c'est à travers ce levier-là, le taux d'intérêt dit de dépôt, qu'une banque centrale va chercher à diffuser sa politique monétaire à travers l'économie en agissant sur la production de crédit. Et la prochaine étape pourrait être un taux de dépôt négatif. Alors ça, c'est évoqué depuis plusieurs semaines, c'est absolument pas le cas pour l'instant. Lorsque vous écoutez les différents membres du directoire de la Banque Centrale Européenne, eh bien certains sont en faveur d'un taux de dépôt négatif qui serait défavorable à la paire euro-dollar, et d'autres, comme le camp allemand et les membres allemands du directoire, sont en faveur d'un taux de dépôt qui ne passe pas sous zéro, ce qui est favorable là à la tendance haussière de l'euro-dollar, d'où les soubresauts récents ces dernières semaines de la paire euro-dollar. Donc voilà, pour le tour d'horizon des taux d'intérêt, voilà donc ce que je cherchais à vous montrer. Je vous rappelle que les marchés monétaires maintenant, en tout cas pour ce qui est des marchés monétaires des pays développés, sont intimement liés les uns aux autres. Et mécaniquement, lorsque les taux d'intérêt varient au sein de grandes zones économiques, eh bien, les déplacements de capitaux sont immédiats. Et c'est ce que vous avez pu observer aisément, par exemple, au mois de janvier dernier, lorsqu'il y a eu, eh bien, entre le 23 janvier et début février, des arbitrages majeurs au sein de la classe d'actifs, cette fois-ci des actions, des arbitrages géographiques, avec une décollecte, on l'a vu, des actions émergentes et américaines au profit, par exemple, des actions européennes. Tout ça pour vous rappeler que les mouvements de marché peuvent être très rapides et que la moindre modification d'un agrégat économique, et là il s'agissait entre autres de la cherté relative des actions américaines par rapport aux actions européennes, ou encore des risques identifiés sur certains pays émergents qui ont pu créer ces déplacements de capitaux. Eh bien dites-vous bien que sur le marché monétaire, ça peut être exactement la même chose. Alors, anticiper par exemple en Angleterre une hausse des taux d'intérêt, eh bien c'est la source de la tendance haussière de la paire GBP-USD depuis les 1,48 ou encore de la tendance baissière, probablement interrompue d'ailleurs sur 0,8150 de la paire Euro-GBP depuis les 0,87 et depuis donc maintenant 1 an et demi. Donc voilà. Alors, l'idée c'était de commencer ce panorama de la situation économique par justement ce cycle des taux d'intérêt. Maintenant, parlons marché. Qu'en est-il de l'allocation d'actifs? Le tableau que je vais vous présenter maintenant va vous proposer une synthèse de l'allocation d'actifs en France, concrètement, comment les encours des money managers, des gérants de fonds, se répartissent par classe d'actifs. Là, nous venons de parler du marché monétaire, le marché dont la rémunération est le taux d'intérêt sur le marché monétaire, et à la base, les taux d'intérêt pratiqués par les banques centrales, vous l'avez bien compris. Mais il y a plein d'autres classes d'actifs. Vous entendez généralement parler du marché monétaire, du marché obligataire, du marché des actions. Ça, c'est 3 grandes catégories, mais au sein du marché obligataire, vous avez aussi un certain nombre de catégories. Et puis au sein du marché action, assez souvent, au-delà de la classification sectorielle, ce sera organisé par grandes zones géographiques. Alors, que s'est-il passé au mois de janvier, lorsque les actions ont connu un choc baissier, entre le 23 janvier et donc le 4 février? Donc, ces données viennent de Euro Performance, Six Telekurs, pour la source, collecte des OPCVM français en janvier 2014. Vous retrouvez ici les principales catégories d'investissement possibles donc sur un marché financier, du point de vue donc de la gestion d'actifs traditionnels. Les placements dits en trésorerie, le marché du cash, tout simplement, des prêts à court terme inférieurs à 1 an, rémunérés donc par ces fameux taux d'intérêt, qui, vous le savez, sont extrêmement faibles, mais représentent le placement sans risque. Et puis vous avez ici ensuite dans l'ordre le marché obligataire, les obligations classiques. Alors là aussi, vous avez des obligations d'entreprise ou d'État,
les actions, les obligations convertibles, alors les obligations convertibles en actions, qui elles ont attiré des capitaux, ce qui prouve bien qu'on reste encore à terme attiré par le placement en actions, des placements diversifiés et tout un tas d'autres produits. Nous, on va se contenter ici d'observer l'évolution, la variation des encours sur le mois de janvier 2014. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a donc eu une légère décollecte des OPCVM français. Donc ça rassemble l'ensemble des encours gérés par la gestion classique en France et qui s'élève, vous l'avez vu, à 776 milliards d'euros en janvier 2014. Alors c'est colossal, hein, puis c'est réparti entre un certain nombre de maisons de gestion. La première en France c'est Carmignac qui doit gérer autour de 50 milliards d'euros, mais il y en a d'autres. Bref, si vous regardez les évolutions donc au mois de janvier, hein, pour ce tour d'horizon de la location d'actifs, eh bien les placements trésorerie ont gagné 8,74%, les placements en obligations 1,83%, notamment les obligations convertibles 2,27%. Alors c'est ce qu'on peut appeler un phénomène de flight to quality. Concrètement, c'est quoi? C'est lorsque des capitaux se déplacent du marché action vers le marché des obligations. Mais vous constatez que sur le mois de janvier, eh bien, la décollecte nette du marché action a été très réduite, simplement moins 1,95% pour un encours global placé sur les actions de 200 milliards de dollars. La classe d'actifs du marché du cash, de la trésorerie, représente quant à elle encore 303 milliards de cash. Donc, ce qui s'est passé au mois de janvier est un début d'arbitrage. En tout cas, derrière la baisse du mois de janvier, il y a eu des modifications dans l'allocation d'actifs générale, mais pour le moment, on le voit, pas de bouleversement, si ce n'est, eh bien, 8% de hausse de la partie dite trésorerie. Donc, pour le panorama de l'allocation d'actifs, il y a eu des modifications en janvier, mais pour l'instant, pas de bouleversement structurel. Donc, l'allocation d'actifs, ça c'est une bonne chose. Pourquoi? Maintenant, essayons de comprendre. Pourquoi est-ce que des gérants de fonds ont pu estimer qu'au mois de janvier, il y avait un bon timing pour alléger la classe d'actifs des actions et peut-être revenir sur une partie cash? Eh bien, derrière l'évolution des actions, on l'a compris, il y a le taux d'intérêt, tout simplement parce que le taux d'intérêt, c'est la rémunération de l'actif sans risque, mais surtout, le travail d'un gérant est de déterminer quelles sont les actions pas chères. On se positionne sur des actions dites pas chères, concrètement, qui peuvent derrière prendre de la valeur. Et pour cela, on va utiliser des méthodes dites de valorisation boursière. Alors, il y en a plein, des méthodes de valorisation boursière. La plus connue d'entre elles est celle qui fait le rapport entre la valeur d'une action et les perspectives de bénéfices. Alors l'université de Yale propose un price earning ratio un peu différent. Il a été créé donc par monsieur Robert Shiller et le principe c'est qu'il s'agit de comparer la valeur d'une action à un instant T sur la moyenne mobile des bénéfices enregistrés sur les 10 années précédentes. Donc on s'attaque bien là au patrimoine de bénéfices. C'est d'établir une moyenne. Et ce qui est intéressant avec ce price earning ratio retravaillé, hein, qui porte le nom de CAP, C-A-P-E, c'est que justement il n'est pas trop dans la projection de marché. Donc on fait un rapport entre le cours de bourse, et donc là entre autres des grands indices, et la valorisation et les bénéfices des 10 années passées. Le graphique que vous avez donc sous vos yeux, données qui proviennent donc de DataStream, Exane, BNP Paribas, vous propose justement une vue sur ce price earning ratio retravaillé donc par l'université de Yale pour les États-Unis, la zone euro et les pays émergents. Vous avez ici donc une moyenne historique de ce price earning qui est basé sur les bénéfices des 10 années précédentes et vous constatez une chose, les actions américaines ont en janvier dépassé leur moyenne de valorisation historique et même assez nettement puisqu'elles se payent 21,7 fois en se basant donc sur les données des actions appartenant à l'indice S&P 500, 21,7 fois justement cette moyenne des bénéfices des 10 années précédentes. Quant aux actions européennes, on voit qu'elles ont effectué un rattrapage, ici en vert, elles se rapprochent de leur moyenne, et les actions émergentes ont décroché de leur moyenne, eu égard à des risques d'infrastructure identifiés dans un certain nombre de ces pays, notamment la Turquie, l'Inde ou encore la Russie et le Brésil, et un peu la Chine, mais on verra nettement moins. Et on en parlera tout à l'heure de la Chine. Et donc voilà ce qui, au-delà donc des taux d'intérêt restés toujours très faibles, a pu en janvier faire se déplacer des capitaux du marché action américain, on l'a vu, vers le marché action européen
et vers le marché action européen, pardon, donc des actions émergentes et américaines vers le marché action européen. Et maintenant, la grande question est de savoir, est-ce que le marché action européen est lui-même à nouveau bien valorisé, puisqu'il se rapproche de sa moyenne. Et en fait, derrière cette question de la valorisation, et vous connaissez tous, j'imagine, la situation technique actuelle de l'indice S&P 500, sous ses sommets historiques, à 1850 points, et d'ailleurs ça a été un des points communs des marchés actions européens et américains aujourd'hui en fin de séance, un CAC qui est allé chercher à nouveau les 4354 points, mèche haute, clôture à 43,40, et un SP500 qui a testé justement ces 1850 points. Peut-on, par rapport à cette valorisation historique des actions américaines, envisager un S&P 500 qui irait au-delà des 1850 points? Eh bien, derrière, pour répondre à cette question, il faut cette fois-ci chercher à se projeter et avoir en tête les perspectives d'évolution des bénéfices. Mais du point de vue donc, de cet indicateur CAPE, un price earning ratio basé sur une moyenne des bénéfices des entreprises des 10 dernières années, les actions US sont particulièrement chères. Alors vous allez me dire, mais regardez ici, en 2000, bulle Internet, les actions US, selon cet indicateur, se payaient 45 fois les bénéfices des 10 dernières années. Mais dites-vous bien que ce qui s'est passé ici en 2000 est relatif à la bulle Internet, à l'introduction en bourse de nombreuses startups, notamment sur le compartiment technologique américain, le Nasdaq, et qu'il est assez largement ignoré dans le calcul ici de la moyenne historique de valorisation des actions. Il faut donc comparer la situation actuelle à la moyenne historique qui est représentée ici donc par cette ligne grise horizontale. Concrètement, c'est autour de 21 fois donc les bénéfices des 10 années précédentes. Donc voilà pour le tour d'horizon de la valorisation boursière. Donc vous l'avez compris, il y a eu un certain nombre de modifications en janvier, il y a eu ce choc entre le 23 janvier et le 4 février, et puis derrière maintenant ce rebond technique. Mais vous comprenez bien que derrière cette prise de profit sur les actions qu'il y a eu entre mi-janvier et début février, on a pu avoir derrière des enjeux fondamentaux de cherté relative des actions de manière absolue. Et donc derrière, pour aller plus haut, il va falloir convaincre du côté des résultats d'entreprise, il va falloir convaincre du côté de la capacité des entreprises à envoyer du bénéfice lors des prochaines années. Et si on fait un premier bilan sur la publication des résultats des entreprises, on sait qu'aux États-Unis ça a été particulièrement favorable, en tout cas du point de vue des résultats donc, annuels, elles ont pour la plupart battu le consensus, mais concrètement du point de vue des perspectives de bénéfices, on ne peut pas encore déterminer si c'est suffisant pour aller plus loin sur l'indice S&P 500. Alors, je vous avais dit qu'on essaierait de répondre à un certain nombre de questions. La première question, la politique monétaire est-elle efficace? La politique monétaire ultra accommodante, comme pratiquée par celle des États-Unis ou encore du Japon, est-elle efficace en termes de croissance économique? La particularité de la politique monétaire du Japon, et vous avez sous les yeux le bilan de la Banque centrale du Japon, c'est qu'elle est de loin la plus non conventionnelle, puisque la BOJ, Banque centrale du Japon, achète tout ce qui est possible. Achète des actions, achète des obligations, elle nettoie les banques de leurs actifs les plus risqués, en clair les actifs qui valent zéro, notamment des actifs de crédit. Bref, elle achète plus ou moins tout ce qui bouge. Et vous constatez que depuis donc 2010, janvier 2010, l'augmentation quasi exponentielle des achats d'actifs, total assets, donc par la Banque centrale du Japon, et notamment des obligations d'État. En clair, si l'État japonais peut s'endetter et puis proposer un plan de relance à l'économie, c'est essentiellement et presque uniquement parce que la Banque centrale du Japon se porte acquéreur de titres de crédit de l'État japonais. Donc ça c'est un fait. L'augmentation de la hausse, donc du bilan de la Banque centrale du Japon. Maintenant, est-elle efficace? C'est la question qu'on peut se poser. Et vous pouvez mettre donc en parallèle de l'évolution du bilan de la Banque centrale du Japon un agrégat économique. Alors celui qui fait consensus pour mesurer ce que l'on appelle la croissance économique, qui est censé créer des emplois s'il y a l'égalité, c'est un autre sujet, on utilise le PIB, le produit intérieur brut. Et donc ce que vous avez sous les yeux, c'est l'évolution trimestrielle du produit intérieur brut du Japon sur les derniers trimestres, et vous constatez que, surprise, depuis 4 trimestres, le rythme de la croissance a fortement ralenti au Japon. Et donc nous pouvons légitimement nous poser la question de l'efficacité des achats d'actifs à tout va sur l'économie réelle. Et c'est pourquoi la Banque Centrale Européenne envisagerait des taux de dépôt négatifs pour cette fois-ci ponctionner directement les dépôts des banques commerciales auprès de la Banque Centrale Européenne et les inciter à émettre du crédit à tout va.
Mais est-ce que la simple émission de crédit est suffisante? Derrière, il faut bien sûr avoir des projets, mais là aussi c'est un autre sujet. En tout cas, à la question, une politique monétaire accommodante, ultra accommodante, est-elle 100% efficace? La retrouvons-nous à 100% dans l'économie? La réponse est donc non. Doit-on accorder de l'importance aux statistiques économiques chinoises? Alors comme vous avez pu l'observer sur le calendrier économique qu'on vous propose, vous avez régulièrement de mentionner les statistiques économiques chinoises. C'est un pays qui est lui aussi doté d'un certain nombre d'institutions de production de prix, de grands agrégats économiques, et nous nous référons bien sûr aux chiffres officiels que produit le gouvernement chinois. Alors là aussi, ça peut faire débat. Les chiffres d'exportation, de croissance économique, proposés par le gouvernement chinois sont-ils fiables? C'est un autre sujet, mais je tiens à vous montrer une première chose. La dispersion de la puissance économique à travers le monde doit vous inviter plus que jamais à suivre ces indicateurs économiques chinois. Et donc nous commençons désormais ce tour d'horizon économique, prochaine partie donc de cette présentation, par l'importance que prend désormais la Chine. Et nous commencerons par des indicateurs avancés chinois. Le graphique ci-dessous vous présente la part relative d'un certain nombre de zones économiques, le Japon en violet, l'Inde en vert, la Chine ici en rouge et la zone euro en bleu, exprimée en pourcentage du produit intérieur brut des États-Unis. Ce que vous constatez, c'est que depuis les années 90, la part relative de la zone euro en pourcentage du PIB des États-Unis est en chute régulière, tout simplement parce qu'année après année, les États-Unis dévoilent davantage de croissance économique que la zone euro. Le Japon, depuis 1995, n'a cessé de perdre une part du PIB des États-Unis, puisqu'en 1995, le Japon représentait 70% du PIB des États-Unis, pour une part désormais inférieure à 40%. Alors là aussi, nous pouvons mesurer l'efficacité d'une politique monétaire ultra accommodante. Ça n'a pas empêché le Japon de chuter comme ça de manière relative. Et en bas, deux choses éminemment importantes, ce qui explique pourquoi eh bien, la déroute d'un certain nombre de monnaies émergentes, ou encore la chute d'un certain nombre d'actions de grands titres des pays émergents, Gazprom pour la Russie, le secteur bancaire chinois, ou encore des titres énergétiques brésiliens, a pu provoquer ce risque sur le marché financier au mois de janvier. Tout simplement parce que ces pays pèsent de plus en plus au sein de l'économie mondiale, avec une accélération très nette depuis le milieu des années de la première décennie des années 2000, avec désormais une Chine qui pèse plus de 50% de la puissance économique américaine, et à ce rythme-là, un PIB chinois qui dépasserait celui des États-Unis entre 2020 et 2025. Ça, c'est de toute façon complètement acquis, de manière absolue. Et puis on voit l'Inde, dont la part relative au PIB américain commence elle aussi à augmenter, et nous serons à partir de 2015-2020 dans un rythme de progression qui s'apparente à celui que la Chine suit à l'heure actuelle. Donc plus que jamais, dans un tour d'horizon économique, vous devez donc vous attarder sur ces pays émergents. Alors, dispersion de la puissance, bien sûr, la réponse, la Chine. Doit-on accorder de l'importance aux statistiques économiques chinoises? Naturellement, oui. Vous avez sous les yeux un indicateur qui lui aussi a pu amener de la crainte sur les marchés actions au mois de janvier. Il s'agit du PMI industriel de la Chine. En clair, il s'agit d'un indicateur avancé du secteur industriel chinois. Je rappelle que l'industrie chinoise occupe la première place mondiale désormais, et de loin. Nettement devant l'industrie des États-Unis d'Amérique, qui est essentiellement maintenant une économie de services. Le PMI industriel donc de la Chine, il s'agit concrètement d'un sondage d'opinion réalisé parmi les directeurs d'achat des grandes entreprises industrielles chinoises. Alors comment on le lit concrètement les résultats, alors attendez, je vais vous le montrer, on va revenir dessus, les résultats au-dessus de 50, alors on y retourne, sont des anticipations optimistes pour l'évolution de la croissance économique chinoise, puisqu'on leur demande de se projeter en fait sur 6 mois. Ce qu'il importe de suivre au-delà du niveau absolu, c'est la tendance que suit cet indicateur avancé, et puis vous constatez que ce qui inquiète les marchés depuis l'automne dernier, c'est la pente descendante du PMI industriel de la Chine. Alors ces chiffres officiels en plus sont délivrés par le gouvernement chinois, et donc on peut aussi partir du principe qu'ils sont plus optimistes que la réalité, d'autant plus que nous avons le même type d'indicateur qui est calculé par HSBC Reuters et qui lui est passé sous le seuil des 50. Donc voilà pourquoi,
rappelez-vous le graphique que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez eu une décollecte des actions émergentes et la chute du price earning ratio des actions des grands pays émergents. Et dans l'indice MSCI des pays émergents, l'indice global monde des grands pays émergents, vous avez essentiellement des actions de la Chine, de la Russie, du Brésil et de l'Inde. Et ces actions ont été délaissées. Alors, il va falloir surveiller vraiment de près ces indicateurs avancés de Chine, puisque, vous le savez, c'est le moteur de la croissance économique mondiale, et notamment de nos grands groupes industriels du CAC 40, puisque les entreprises du CAC 40 réalisent plus de 55% de leur chiffre d'affaires dans ces grands pays émergents. Le risque sur le crédit d'État au sein de la zone euro, le risque souverain a-t-il été dépassé au sein de la zone euro? Alors, le marché semble le croire. Rappelez-vous en 2011, ce qui avait causé un choc de marché, notamment à l'été 2011, c'est l'endettement atteint par l'Espagne, l'Italie et surtout l'envolée du coût de la dette sur le marché du crédit souverain. En clair, les taux d'intérêt de l'Italie, de l'Espagne avaient atteint un tel niveau qu'il était difficile pour ces pays d'envisager à terme qu'elles puissent tout simplement faire face à la charge d'intérêt. Alors derrière, comment envisager un remboursement, puisque lorsque vous empruntez du capital, de l'intérêt, il y a aussi de l'assurance. Mais la première étape, c'est bien de faire face à ces échéances d'intérêt. Alors, en 2011, les taux d'intérêt souverains et le benchmark, le taux d'intérêt de référence, c'est pour les émissions de crédit sur 10 ans. Eh bien, pour l'Espagne et l'Italie, on s'était envolé sur des niveaux de 6 à 7%. C'est clairement donc intenable pour ces États-là, eu égard au niveau de la croissance économique, de pouvoir faire face à de telles charges d'intérêt. Sauf que, voilà, il y a eu donc un certain nombre de réformes structurelles dans ces pays, vous le savez, et un retour relatif, et on le verra tout à l'heure, de la croissance économique. Le marché semble pour l'instant y croire, et selon ce baromètre, qui est donc les taux d'intérêt souverains ici en bleu de l'Espagne, en jaune de l'Italie, et bien selon ce baromètre, le marché semble croire que oui, le risque souverain est écarté au sein de la zone euro. Vous avez ici donc les taux à 10 ans de l'Espagne et de l'Italie avec même une accélération de la baisse depuis le début de l'année. Alors pour le taux à 10 ans français, je vous l'ai positionné ici sur le graphique, il n'y a jamais eu de vive tension, mais ce qui est intéressant c'est de constater la réduction de l'écart, ce qu'on appelle le spread, entre les taux d'intérêt de l'Espagne, de l'Italie et ceux donc de la France. Donc à la question, doit-on écarter le risque souverain? Le risque souverain a-t-il été dépassé au sein de la zone euro? Selon cet indicateur, j'ai envie de dire oui. Maintenant, la zone euro doit faire ses preuves, sachant que le stock de dette reste juste énormissime. Concrètement, au sein de la zone euro, la dette publique doit représenter 92% du produit intérieur brut. Pour l'Italie, on est au-dessus de 100%. Diminuer le coût de la charge d'intérêt, c'est bien, c'est une première chose, mais derrière, il va falloir que ce soit suffisant pour, d'une part, faire face à la charge d'intérêt, mais surtout que les remboursements soient supérieurs aux nouvelles souscriptions. Et puis aussi, autre façon de diminuer ce que représente la dette sur le produit intérieur brut, il faudrait que la croissance économique soit supérieure au rythme de croissance du stock de dette. Et donc j'en viens à cette question-là. La première était de savoir est-ce que le risque souverain a-t-il été dépassé au sein de la zone euro? On voit que du point de vue des taux d'intérêt, le marché semble l'anticiper. Nous sommes là à horizon plusieurs années. Maintenant, la zone euro a-t-elle réalisé un bas de cycle économique? Alors sur quoi peut-on s'appuyer? À nouveau sur le rythme de la croissance économique. Ce qui a été marquant en 2011 et en 2012, ce sont des taux de croissance négatifs pour un certain nombre de pays de la zone euro. Un taux de croissance négatif, c'est un PIB qui, à la fin de l'année, va faire moins 3, moins 4%. C'est une destruction de richesse. Enfin, mécaniquement, derrière, on a eu l'envolée des taux de chômage, notamment en Espagne et en Italie. Sauf que, depuis le deuxième trimestre 2012, eh bien, la zone euro a dans un premier temps tendu vers un taux de croissance positif, et puis, depuis le troisième trimestre 2013, nous sommes passés en territoire positif. Incroyable, révolution, puisque la France atteint 0,3% de croissance d'un trimestre à l'autre, l'Espagne 0,3, l'Italie 0,1, ouf, on peut respirer. Trêve d'ironie, le marché se concentre avant tout sur la tendance que suit ici la croissance économique. Nous sommes très loin des rythmes de croissance économique proposés par le Royaume-Uni ou encore les États-Unis, en dehors du débat sur la véracité de ces chiffres. Mais force est de constater que les investisseurs internationaux font le pari, on a vu,
du rattrapage d'une part de la zone euro. Et vous l'avez vu tout à l'heure, les actions européennes étaient moins chères que les actions américaines et surtout éloignées de la moyenne de valorisation des 10 dernières années. Je vous l'ai montré tout à l'heure en début de présentation. Mais dites-vous bien que derrière le price-earning ratio, il y a donc bien sûr la capitalisation boursière, mais nous sommes sur un numérateur, sur un dénominateur. Au numérateur, vous avez la valeur de l'action, et au dénominateur, les bénéfices. Et donc le marché cherche à se projeter, les perspectives de bénéfices. Et pour envisager des perspectives de bénéfices, on peut s'appuyer sur des perspectives de croissance économique. Alors là, le marché fait le pari que cette tendance en place depuis le quatrième trimestre 2012 sur le rythme de la croissance au sein de la zone euro va donc se prolonger en 2014. Mais pour l'instant, on voit que de manière absolue, les taux de croissance restent quand même globalement faibles au sein de la zone euro. Alors, j'en reviens à la question initiale. Par rapport à la cherté atteinte par les actions américaines sur les marchés financiers, et on a vu des actions européennes qui tendent vers leur moyenne de valorisation historique sur 10 ans, peut-on, le niveau actuel de la croissance ou les projections sont-elles suffisantes pour viser plus haut et donc dépasser 4350 points sur le CAC. Voilà où se situe le débat donc sur le plan fondamental. Alors toujours pour répondre à cette question, puisque là on vient de parler de données passées, on peut essayer de se projeter. Et la meilleure façon de se projeter, dites-vous bien que l'analyse économique, elle peut être aussi difficile que l'analyse fondamentale des entreprises ou encore que la prévision basée sur l'analyse technique. Alors pour ça, les économistes ont tenté d'établir des indicateurs dits avancés. Un indicateur avancé, c'est quoi? C'est un sondage. Alors j'imagine que pour certains, vous avez pu penser qu'un indicateur avancé reposait sur une formule mathématique vraiment très rationnelle. Eh bien non. Il s'agit de sonder les agents économiques. Vous, moi, tout le monde. Puisque à la base de l'économie, il y a le comportement des agents économiques. C'est nous qui achetons, c'est nous qui dépensons, c'est nous qui avons des projets d'investissement. Et donc, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai proposé le PMI industriel de la Chine. Donc, l'indicateur avancé du secteur industriel. On observe sa tendance et surtout son positionnement relatif de part et d'autre du niveau des 50, qui sépare anticipation optimiste des anticipations pessimistes. Et là encore, en effet, on constate que depuis le deuxième trimestre 2013, une tendance haussière de ces indicateurs avancés au sein de la zone euro, avec, on le sait, et on en reparlera tout à l'heure, un décalage entre l'Allemagne et le reste de la zone euro. Mais ce qui importe, c'est la convergence de tendance. Et en effet, mis à part un décrochage ici de la France à la fin de l'année 2013, on voit que l'ensemble de ces indicateurs avancés sont alignés dans le sens de la tendance haussière, mais peinent là aussi à s'éloigner du seuil des 50. Donc, zone euro bas de cycle. Du point de vue des taux d'intérêt qui avaient le plus souffert en 2011, du point de vue du niveau de la croissance économique et du point de vue des indicateurs avancés, le bas de cycle a-t-il été inscrit sur 2012-2013? On a des éléments pour répondre oui. Mais 2014 doit être l'année de la confirmation. C'est comme en analyse technique, lorsque vous allez franchir une résistance, la confirmation viendra d'un mouvement de retour et ensuite d'un rebond. Eh bien, 2014 sur ce plan-là sera une année de confirmation ou pas pour la reprise économique au sein de la zone euro. Alors toujours dans ce panorama de la situation économique, j'ai choisi moi d'aborder les différents graphiques parce qu'on aurait pu compiler plein de données et puis les exposer à la suite comme ça. Je cherche à répondre à des questions. Où fait-il bon travailler en termes d'emploi? Alors le graphique qui va apparaître sous vos yeux va tenter d'y répondre. Vous avez ici un agrégat qui a été sélectionné, il s'agit du taux de chômage. Alors, taux de chômage exprimé en pourcentage de la population active. Population active, taux de chômage, donc population active, c'est la population, vous savez, en âge de travailler. Soit à la recherche d'un emploi, soit occupant effectivement un emploi. Le taux de chômage représente cette part de la population en âge de travailler à la recherche effective d'un emploi sur la population totale en âge de travailler. Alors il s'avère que le taux de chômage, on le voit au sein de la zone euro, est sur une tendance plate, bon signe, ça ne monte pas, mais à un niveau très élevé. Et on voit déjà que dans un certain nombre de pays anglo-saxons, notamment la Grande-Bretagne ou encore la zone euro, le niveau atteint par la croissance économique, tant de manière absolue qu'en termes de qualité, a atteint un niveau suffisant pour permettre une diminution du taux de chômage. Alors pour les États-Unis, je le sais, c'est un autre débat, il y a eu une baisse
du taux d'activité, donc concrètement des personnes étant effectivement à la recherche d'un emploi. Dès lors qu'on n'est plus officiellement à la recherche de l'emploi, on sort du calcul de la population active. Alors forcément, ça peut faire mécaniquement diminuer le taux de chômage. Mais ça, c'est un autre sujet. C'était simplement pour vous montrer que certes, on peut partir du point de vue que la zone euro est sur un bas de cycle économique, selon les indicateurs de croissance économique, selon les indicateurs avancés, ou encore en utilisant le baromètre du marché du crédit souverain à travers les taux obligataires, mais on voit que du point de vue du taux de chômage, le niveau de cette croissance économique n'est pas suffisant pour inverser la tendance que suit ce taux de chômage moyen ici au sein de la zone euro. Il y a des disparités fortes entre l'Espagne, la France, l'Italie. Donc, plus que jamais, sur le plan de ce marché du travail, la zone euro doit faire ses preuves en 2014. Il y a des divergences, on le sait, au sein de la zone euro. Au-delà de parler d'un bas de cycle économique, on sait bien que la zone euro, ce sont avant tout des pays très différents. L'idée désormais, c'est de se poser la question du niveau actuel de l'euro et son impact sur la croissance économique. Vous avez pu lire un certain nombre d'ouvrages sur ce sujet. J'ai notamment en tête un ouvrage proposé par M. Jacques Sapir, Faut-il sortir de l'euro? Et ce M. Jacques Sapir explique que la valeur fondamentale de l'euro-dollar serait 1,10 $, 1,10. Et que 1 euro-dollar à 1,40 enlève à la France 2 points de croissance économique par an. Imaginez. C'est-à-dire que si la France fait 0,1, avec 1 euro-dollar à 1,10 selon ses calculs, et ce qu'il estime être l'élasticité des exportations françaises à la valeur de l'euro-dollar, nous aurions depuis 10 ans pas 0,5 à 1% de croissance par an, mais plutôt 2-3%. C'est juste énorme de dire ça. Alors là, c'est un sujet très vaste, de l'impact de la valeur de l'euro-dollar sur le marché des changes, mais je pense que c'est là une vraie question. Alors toujours dans ce panorama de la situation économique, à travers ce débat sur l'euro fort, l'euro faible et son impact, j'ai choisi de vous présenter les données du commerce extérieur. Commerce extérieur, la balance des transactions courantes, le solde net entre exportation et importation ramené sur une base mensuelle pour 2 grands pays de la zone euro, la France et l'Allemagne. Vous allez voir, le constat est assez édifiant. Alors, commerce extérieur, France, Allemagne. L'axe ici des ordonnées représente le solde net, exportation-importation exprimé en milliards d'euros. Depuis janvier 2012, vous constatez que l'excédent de la balance de la transaction courante de l'Allemagne évolue entre 12 à 20 milliards d'euros par mois, c'est important. Et quant au déficit de la France, lui aussi, sur une phase latérale, a un trading range entre moins 6 milliards et moins 3 milliards. Et vous voyez que ce sont des données d'ailleurs qui n'ont pas évolué depuis janvier 2012. Donc, il y a clairement des divergences d'infrastructures très marquées au sein de la zone euro. Et la grande question est de savoir avec qui l'Allemagne réalise son excédent commercial. Car au fond, si l'essentiel de son excédent commercial est réalisé avec les autres pays de la zone euro, ça signifie que l'essentiel de l'excédent du déficit commercial de la France est réalisé en faveur justement de l'Allemagne. Alors c'est là se pose la question de l'euro en tant que monnaie unique. Est-ce que là on n'a pas un désavantage pour un certain nombre de pays de la zone euro? On n'est pas là pour répondre à cette question ce soir, mais je voulais à travers cette force de l'euro vous présenter donc dans le cadre de ce panorama économique la tendance du commerce extérieur de la France et de l'Allemagne et la très nette divergence qu'il peut y avoir entre les excédents commerciaux allemands, dont l'élasticité avec la valeur de l'euro-dollar serait très faible, et le déficit de la balance de la transaction courante française. Et au fond, raisonnons de cette façon-là. Prenons la gamme voiture BMW ou Mercedes. Un consommateur qui va acheter une classe A ou une classe B, j'ai envie de dire un investisseur étranger, un acheteur étranger, va acheter une classe A ou une classe B, il peut être sensible au taux de change. Pour lui, une classe A, une classe B, ça peut être un investissement et à ce moment-là, le taux de change sera important. Quelqu'un qui cherche à acheter une classe E, ou je ne sais même pas jusqu'à combien ça va, bref, une voiture qui coûte extrêmement cher. Il ne va même pas regarder le taux de change s'il est investisseur étranger. Ça ne représente rien pour lui. Tout ça pour dire que
tout est lié à l'échelle, au niveau de la gamme en fait, des produits que l'on propose. Et dire que l'Allemagne n'est pas sensible à la valeur de l'euro-dollar, c'est peut-être justement parce qu'elle propose de manière générale, et notamment son tissu de PME, des produits dont la gamme est tellement élevée qu'en face, les acheteurs ne vont pas se soucier du taux de change. Et c'est peut-être pas forcément le cas avec d'autres pays au sein de la zone euro. En tout cas, du point de vue du commerce extérieur, vous pouvez, j'ai été marqué par ce décalage entre la France et l'Allemagne. Autre débat. Vous avez pu entendre parler, à tort et à travers, de déflation au sein de la zone euro. Et puis, on sait même qu'au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne, il y a là un vrai débat. La zone euro est-elle dans une situation de déflation, donc de baisse des prix, donc de baisse des salaires, de baisse des chiffres d'affaires, et donc de licenciements en masse, etc. C'est ça la déflation. C'est ce qu'a connu le Japon. N'oubliez pas, la baisse des prix, c'est la baisse des prix de vente pour les entreprises, donc de leur chiffre d'affaires, donc des salaires, c'est un cercle vicieux. La déflation n'a rien de bon, au même titre que l'inflation n'a rien de bon. La hausse des prix est vertigineuse, c'était l'Allemagne dans les années 20 où on achetait une baguette avec un panier de billets. Ça aussi, c'est très déstructurant pour une économie. Donc c'est l'objectif des banques centrales d'assurer la stabilité des prix en luttant et contre la déflation et contre l'inflation. Alors l'agrégat économique qui est retenu à travers le monde pour mesurer l'inflation, c'est l'inflation à la consommation. Puisque la consommation reste de loin le moteur de la croissance économique. Qu'il s'agisse de la zone euro, des États-Unis, et la Chine espère à terme faire en sorte que sa consommation intérieure soit le moteur de sa croissance économique. Vous avez sous les yeux donc la représentation du CPI, l'inflation à la consommation, en Espagne, ici en bleu, en jaune pour la zone euro, et ici vert juxte pigmenté de triangle rouge pour l'Italie. Pourquoi l'Espagne, l'Italie? Parce que ce sont ces deux pays, notamment l'Espagne, qui, à l'automne dernier, ont pu amener la Banque Centrale Européenne à baisser ses taux, puisque là, il y a eu un signal d'alerte. Attention, taux de croissance négatif des prix en Espagne. Taux de croissance négatif égale déflation, baisse des salaires, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sauf que, ouf, on a respiré dès le mois de novembre, dès le mois de décembre. Nous nous sommes extraits de cette zone du zéro, mais nous voyons là aussi que le régime des prix au sein de la zone euro reste proche du régime de déflation, c'est-à-dire toutes les lectures que vous allez avoir sous le niveau du zéro. Et donc, dans le cadre de ce tour d'horizon de la situation économique, où on essaie essentiellement de répondre à la question de savoir est-ce que la zone euro a fait un bas de cycle économique, on voit que du point de vue de la croissance économique, on peut le penser, du point de vue des indicateurs avancés, on l'espère, du point de vue des taux obligataires d'État, on voit que c'est la détente, notamment en Espagne, en Italie, mais du point de vue du taux de chômage, il y a beaucoup de choses à faire, donc de la croissance économique, et qu'au fond, pour le régime des prix, eh bien, nous sommes encore loin de l'objectif que cherche à atteindre la Banque Centrale Européenne, un rythme de croissance des prix proche du seuil des 2%. Alors, je terminerai par ces données-là qui m'ont été transmises donc par un collègue d'une société de gestion importante à Paris. Il s'agit de faire un premier bilan des résultats des entreprises produits donc depuis le début de l'année. Alors en Europe, on sait que 52% des publications ont été décevantes, c'est-à-dire inférieures au consensus. Alors qu'aux États-Unis, 411 sur 500 entreprises du S&P 500 ont publié des résultats supérieurs au consensus. Je remercie la personne qui m'a fourni ces chiffres, elle se reconnaîtra si elle fait partie des auditeurs. Tout ça pour dire que, plus que jamais, l'Europe doit faire ses preuves, les entreprises européennes doivent faire leurs preuves, elles rattrapent, on l'a vu tout à l'heure, les actions américaines du point de vue de la valorisation boursière, elles s'approchent de leur moyenne historique de valorisation, et bien pour aller plus loin, il va falloir clairement en démontrer plus. Et bien sûr, tout ça est à rapprocher du niveau actuel de la situation des indices boursiers. Par exemple, les 4350 points du CAC, peut-il aller chercher 4004, 4450? Ça, bien sûr, derrière, il va falloir trancher sur ce point des fondamentaux, ou encore de la valorisation et du niveau actuel de l'indice S&P 500. Peut-il dépasser 1850 points? Certes, les actions américaines sont chères, on sait qu'on l'a vu, il y a eu des décollectes en janvier, mais en même temps, au final, si on fait le bilan à fin février, les actions US et les entreprises US ont encore une fois été beaucoup plus satisfaisantes que les entreprises européennes sur le plan des résultats. Donc, c'est pas évident, il y a beaucoup d'éléments et il faut trancher. Et c'est ce qu'on essaye, nous, ici, de faire en vous proposant un certain nombre de vues de marché au jour le jour.
Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Donc je vous rappelle que vous pouvez suivre les vues de marché que je vous propose sur Twitter. Ici, vous avez donc Vincent Gann. Moi, je vais jeter un œil rapidement à vos commentaires. Voilà, je vois son pas bon. Alors j'espère que je n'ai pas parlé dans le vide depuis tout à l'heure. Non, ça a l'air d'être correct. Alors Daniel 167 nous demande, Vincent, que devrait entraîner ce qui se passe actuellement en Ukraine? Alors alors là, je peux vous livrer un point de vue comme j'ai envie de dire tout le monde. A priori c'est avant tout une déstabilisation politique, hein, mais j'imagine que comme vous avez tous suivi comme moi ces événements-là, honnêtement je ne sais pas si ça peut avoir un impact sur les marchés financiers. Donc je ne sais pas, Daniel 167, je ne sais pas du tout. Alors, tout à fait, visiteur, on fonctionne à crédit depuis 40 ans. Alors Erwin, est-ce qu'il est possible d'avoir zéro croissance sans destruction d'emplois? Est-il possible d'avoir peu ou beaucoup de croissance sans inflation? Un État est-il obligé d'emprunter pour fonctionner? Ah, voilà une question qui me parle. J'ai envie de dire oui, ne serait-ce que pour faire face à l'heure actuelle à ses dépenses et au remboursement des précédents prêts contractés. Sauf être dans la situation de la Grèce où, vous le savez, il y a eu une opération de haircut il y a quelques mois. On a effacé 50% de la dette publique de la Grèce. Qui paye les emprunts obligataires français, par exemple? Erwin, les banques et les assureurs français. Ce sont essentiellement les premiers souscripteurs des bons du Trésor français. Ce sont, oui, vos banques. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis, AXA pour les assurances. Ce sont ces établissements financiers qui souscrivent à la dette souveraine. C'est pour ça que lorsqu'on a effacé une partie de la dette grecque, les banques françaises, rappelez-vous, ont fait des augmentations de capital à l'époque. Tout simplement parce qu'elles ont perdu cash l'argent qu'elles avaient prêté à la Grèce. Est-il vrai que les États occidentaux peuvent créer de la croissance en s'endettant? C'est le cas de figure depuis maintenant plusieurs décennies. Voilà, allez, je vois qu'il n'y a pas davantage de questions, donc merci pour votre attention. De toute façon, on aura l'occasion de se retrouver ici pour discuter de tous ces éléments-là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, et donc à demain de vive voix. Je vous retrouve à 14h15 demain pour la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Merci à tous, très bonne soirée.